Donc bonjour Monsieur Bernard. Bonjour. Pour moi c'est la première fois que j'arrive dans ce décor et c'est vrai que c'est pas un décor si ordinaire que ça, on dirait. Impressionnant. Impressionnant même. Voilà, donc j'ai découvert en détail le château de la Hunaudet dernièrement, hein, j'ai compulsé des données et puis voilà. Donc et puis moi-même je suis un peu, comme on dit, les pierres, les choses qui défient le temps, ça me fascine un petit peu. Voilà. Donc vous, comment vous avez rencontré ce château? Alors, j'ai rencontré en plusieurs temps, j'ai envie de dire. À la base, c'est un travail universitaire qui date d'il y a une quinzaine d'années. Un professeur d'histoire à Brest m'a proposé ce sujet, de revisiter la famille qui a tenu le château pendant des siècles, les Tournemine. Donc j'ai fait un travail d'histoire classique et forcément je me suis intéressé au château à ce moment-là. Et les années aidant, par la suite, et à la fin de ce travail de recherche, j'ai pu reconsulter un certain nombre d'archives sur lesquelles j'étais passé un peu rapidement dans ce travail, les approfondir et m'intéresser davantage à certains pans de l'histoire du château et de la famille. Donc finalement, depuis 15 ans, ça ne m'a jamais vraiment quitté. Oui, alors, c'est une vaste question. Brigands, ils l'ont été à certaines époques, mais ça ne fait pas exception. Beaucoup de lignages de cette époque, c'est-à-dire du milieu du XIIIe et du début du XIVe siècle, l'étaient en réalité, puisque l'époque le voulait, que le duc de Bretagne était finalement assez faible pour tenir un certain nombre de lignages bretons. Donc là, ils font pas exception. Et puis on a aussi, concernant les Tournemine, des personnages parfois sombres. Mais encore une fois, c'est principalement dû aux archives et puis à la réécriture de l'histoire au XIXe siècle. Donc moi j'étais intrigué par cette petite, alors une belle photo que j'ai trouvée d'ailleurs, c'est la fameuse porte un petit peu en ogive dans laquelle il y a comme des sculptures. Oui. Et ça, c'est la chapelle. C'est ce qu'on a par ailleurs, le moine prisonnier. Mm-hmm. Alors, quelle est votre explication? On aimerait en avoir davantage, des explications sur l'auteur qui a réalisé ces graffitis dans la salle basse de la tour de la chapelle. Oui, plus des graffitis. Alors oui, ça dépend des appellations, des gravures, des graffitis. Mais non, on a effectivement une histoire qui est documentée dans les archives départementales des Côtes-d'Armor, qui se réfère à un moine effectivement défroqué de l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois qui aurait été emprisonné à la Hunaudet, parce qu'on est en plein conflit religieux à ce moment-là, à la fin du XVIe siècle, pendant ce qu'on appelle les guerres de la Ligue. Le château de la Hunaudet était à ce moment-là, opposé aux troupes de Mercœur, qui était lui le fervent catholique, la Hunaudet étant en quelque sorte le bastion protestant dans la région. Donc il y a eu des conflits religieux qui ont entraîné effectivement des emprisonnements de part et d'autre d'ailleurs. Hein. Certains fermiers par exemple de la baronnie de la Hunaudet ont été enfermés réciproquement à Lamballe. Donc il se peut qu'effectivement il y ait eu des prisonniers ligueurs, comme on disait, à la Hunaudet. Maintenant que ce soit ces prisonniers ligueurs et ce moine défroqué particulièrement qui ait réalisé ces graffitis, on n'a aucune manière de le savoir. On sait qu'ils ont été réalisés à peu près à cette époque-là, à la fin du XVIe siècle. Donc l'histoire pourrait se croiser, mais il ne nous a pas laissé plus d'indications que ça pour en être si sûr. Donc oui, des incendies dans les châteaux, c'est assez classique. Mais pour le coup, la Hunaudet, on a connu un certain nombre. Donc fin XVIe siècle, et puis le grand incendie qui a presque décidé du sort du château, qui est celui de la Révolution française, effectivement, en 1793, en novembre de cette année. Donc le château est volontairement, cette fois-ci, incendié par les républicains d'alors, qui veulent éviter que ce château ne devienne un repère pour les chouans, qui menacent d'en faire une place forte. C'est-à-dire que la Hunaudet a eu plusieurs vies au cours des nombreux siècles de son histoire. Et pour le coup, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a eu un réinvestissement du château. Au moment où ce château est devenu une ruine, où il était gagné par la végétation, à l'âge romantique, le château a connu un nouvel attrait finalement, et la bonne société venait se presser aux portes du château, même dans la cour. On pouvait y accéder via les courtines qui étaient éventrées.
Donc il y avait une sorte de jeu d'aventure de pénétrer dans le château de la Hunaudet. Et on a effectivement un certain nombre de photographies qui rappellent que la Hunaudet était un lieu de festivité. Un certain nombre d'individus ont pris des photos de mariage, par exemple, devant le château. Des pique-niques se déroulaient également autour de ce lieu. Donc un nouvel investissement, effectivement. Donc c'est notamment le cas sur ce meurtre de Jean-Héder Beaumanoir, qui était, on va dire, résumé dans une ancienne histoire de Bretagne qui valait peut-être une page sur un vaste ouvrage. Et donc un des travaux que j'ai menés a été de reprendre tout ce dossier, de transcrire l'ensemble des auditions et d'essayer de faire la lumière sur cet assassinat d'un seigneur à la fin du XVe siècle dans les lieux. Donc est-ce que le mystère a été élucidé de ce point de vue-là? Peut-être pas, mais en tout cas les différentes pistes de ce meurtre peuvent être davantage reconstituées. On a également des sources nouvelles qui nous sont apparues un petit peu par miracle. On l'a peut-être pas dit, mais les archives du château ont brûlé avec cet incendie révolutionnaire en 1793. Et à cette occasion, ça nous a privés d'une partie de l'histoire des Tournemine. Donc on a des sources qui sont dispersées un petit peu partout sur le territoire. On en trouve à Nantes, on en trouve en Normandie jusqu'à Paris. Et pour le coup, on est en demande finalement de documents seigneuriaux de la Hunaudet qui nous font défaut. Et un cahier de comptes de la fin du XVIe siècle nous est réapparu un petit peu comme par miracle. Il a été vendu aux enchères en 2014 à Nantes. Et le propriétaire de ce cahier de comptes, qui fait à peu près 700 folios, 700 pages, nous a recontactés il y a 2 ans à peine. Donc on a pu réétudier cet ouvrage et avoir un certain nombre d'informations inédites. Donc, comme quoi l'histoire s'écrit toujours au château de la Hunaudet. Bonjour Madame Duclos. Bonjour. Préalable, dites-nous un petit peu quelles sont vos fonctions ici à la Hunaudet. Alors ici au château de la Hunaudet, je suis chargée des expositions. Donc ma mission principale, c'est de monter les expositions temporaires, donc qui changent tous les ans. Et après, j'ai aussi des fonctions de communication et en lien aussi avec l'accessibilité du château pour les personnes en situation de handicap. On a un public très familial, donc on a vraiment, on va dire, de tous les âges. Ça va des enfants qui arrivent des fois encore dans la poussette jusqu'aux grands-parents. On a beaucoup de familles qui viennent l'été, enfants, parents, grands-parents. Donc voilà, on a un peu la chance d'avoir tous les âges qui viennent au château. Le projet photogrammétrique a commencé en 2021, donc ça a eu lieu sur plusieurs années parce qu'il a fallu photographier tout le château par drone pour en faire une vision 3D. Donc on a ce modèle 3D du château, on peut en faire maintenant un peu ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on a fait, on a fait une exposition en 2023 où l'idée c'était de montrer les nouvelles technologies pour un château comme celui-là, à quoi ça peut lui servir. Et nous, ce qu'on a fait, donc c'est avec le modèle 3D, on a fait ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc sur ce modèle 3D, on a refait le château tel qu'il était avant sa destruction, mais vraiment sur le modèle précis du château d'aujourd'hui, ce qui permet aujourd'hui aux visiteurs, quand ils viennent dans l'une des pièces du château, d'un coup d'œil de voir cette maquette d'à peu près 1 mètre sur 1 mètre du château avant qu'il soit détruit. Et donc d'un seul coup d'œil, ils peuvent s'imaginer l'envergure qu'il pouvait avoir. Il paraît que vous connaissez le Trégor. Alors oui, je les connais un peu, j'ai travaillé et j'ai habité dans le Trégor, parce que j'ai travaillé au château de la Roche-Jalux, très beau château dans le Trégor. Donc, faut pas hésiter à venir jusqu'ici. Et puis surtout que les seigneurs Tournemine, qui sont les fondateurs du château ici, les propriétaires pendant la majeure partie de son histoire, ils possédaient un château dans le Trégor, puisque voilà, sur le long du Trieux, il y avait 11 châteaux défensifs, et celui qui était juste avant la Roche-Jalux, qui s'appelait le château de Bottloy, appartenait aux Tournemine. Et après, ils sont venus dans le Penthièvre pour fonder les châteaux ici. Donc voilà, faut pas hésiter à venir jusqu'ici pour voir ce 2e château des seigneurs Tournemine.